Bonjour, ça marche ce truc? Vous m'entendez là? Ah ok. Voilà, bonjour ou bonsoir, puisqu'il fait déjà nuit. Donc merci pour votre présence et merci à nos invités. Moi, souhaitons interroger nos invités à travers le prisme de cette problématique. Donc faire réseau, est-ce la clé de l'innovation? Donc pour nous répondre, des personnes tout indiquées, puisque nous avons avec nous donc Jean-Philippe Chauvin, directeur du développement durable au Grand Avignon, ainsi que Patrick Guivarch, donc directeur des cinémas Utopia Manutention et République, et enfin Damien Amadieu, directeur du campus des métiers et des qualifications du développement culturel en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, tout d'abord, on va commencer par Jean-Philippe Chauvin, qui est là avec nous. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes ingénieur de formation, vous avez travaillé auprès d'une centaine d'acteurs locaux, qu'il s'agisse aussi bien donc d'institutions, de collectivités ou encore d'établissements bancaires. Donc pour eux, vous mettez en œuvre le montage technique et financier, vous conseillez et suivez les travaux de chaque projet spécifiquement lié à l'environnement. Donc c'est-à-dire un travail d'étude ancré dans la maîtrise des consommations et du développement des énergies renouvelables. Donc, vous avez aussi été membre de DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Donc c'est une mission vouée à la préparation et à la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire. Et aujourd'hui, vous évoluez au cœur du Grand Avignon en tant que directeur du développement durable. Et donc justement, pour commencer, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement le rôle d'un directeur du développement durable au sein d'une communauté d'agglomération telle que le Grand Avignon? Bon, si on suit le fil, je ne vais pas pouvoir m'empêcher. Si on suit le fil des deux dernières tables, on va pas commencer par parler des gilets jaunes. On est obligé, hein, ceux qui marchent. Ça a été, oui, c'était peut-être, voilà, ça a été le sujet pendant 2 tables rondes. Toute plaisanterie mise à part, il y aura peut-être un lien quand même avec ce sujet. Alors pour répondre à votre question, c'est pas une question si anodine. Alors c'était pas prévu, hein. Enfin, je le dis, il n'y a pas d'interview truquée. Il se trouve qu'il y a 2 jours, on m'a demandé de répondre à cette question, sauf qu'on y travaille, on y a travaillé une journée entière. Donc là, je vais faire une réponse en 2 minutes. Oui, vaut mieux. Mais c'est un vrai sujet, sachant qu'on a beau être en 2018, que vous entendez parler d'environnement ou de développement durable tous les jours. Quand on pose la question, y compris dans une collectivité, qu'est-ce que c'est qu'être directeur de l'environnement, ou même dans une entreprise, on se pose la question, y compris à un niveau national. Qu'est-ce que c'est que ce métier finalement? Ça paraît une aberration de se dire, en 2018, on se pose encore ce genre de questions. Le problème ou l'enjeu est que c'est une question qui évolue en permanence. C'est pas la même chose qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. On avait tendance à enfermer ce métier, cette fonction sur quelque chose de très précis. Je pourrais vous répondre ce que je fais tous les jours. Donc moi, mon métier, c'est de travailler avec les 16 élus, les 16 maires des communes du Grand Avignon, et de répondre à des questions très pratiques qui concernent les déchets, l'énergie, l'eau, la biodiversité, la qualité de l'air, l'organisation des transports, et on tire le fil. Donc vous voyez les gilets jaunes qui arrivent petit à petit dans la question, mais il y a à la fois des choses très très techniques, il y a l'alimentation, par exemple, la qualité d'alimentation. Alors on va penser cantine scolaire, cantine, enfin crous, voilà, qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'on mange bien, est-ce que c'est des produits de qualité, est-ce qu'ils viennent de très loin, est-ce qu'ils viennent de la Barthelasse à côté. Toutes ces questions, elles sont techniques, ça relève, c'est du ressort de la collectivité d'avoir à donner une réponse et de faciliter le travail à des acteurs locaux. Donc mon travail, il est effectivement très technique, c'est aussi de donner du sens et d'avoir un lien par certains aspects avec d'autres acteurs qui ne sont pas uniquement, vous avez cité des établissements bancaires, il y a aussi des gens de la culture, et heureusement, voilà, ça me permet d'être là, merci, et en même temps de travailler, par exemple dans le cadre du Festival d'Avignon, avec les organisateurs du festival pour qu'on avance sur ces questions de prise en compte de l'environnement au sein du festival, et que pendant le festival, on parle de ces questions-là. Donc c'est dans les deux sens. Donc ce métier-là, finalement, c'est à la fois du très concret, et je dirais surtout ce qu'il y a de nouveau et d'exigeant. Aujourd'hui, on est en train de formaliser, de l'écrire. Vous ne vous rendrez pas compte, mais là, aujourd'hui, vous suivez une formation. Il n'y a pas une formation directeur de l'environnement, enfin une formation pour le directeur de l'environnement, ça n'existe même pas.
Donc on s'est réunis, il y a un groupe national dont je fais partie qui se réunit pour qu'on arrive justement à clarifier les choses, à dire très concrètement quels sont les enjeux, à quel niveau ça se situe, pour qu'on puisse aller plus vite qu'on ne le fait aujourd'hui. Si ça va mal, s'il y a des tensions telles que gilets jaunes, que la société ne s'écoute pas, c'est que d'un côté on a une gouvernance qui dit c'est ça qu'il faut faire. Quelque part, il y a un sens, il y a une raison et on peut dire que c'est bien. La forme est peut-être pas idéale. Il y a l'ensemble d'une société qui dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? On va payer plus cher. Il y a 5 ans, on nous disait qu'il fallait acheter tel type de véhicule. On nous disait que c'était pas bien, il fallait acheter un autre. Aujourd'hui, on nous dit le contraire. Finalement, tout va être au même prix. On nous dit finalement il y aura d'autres véhicules qu'il faudra acheter électriques, mais on nous dit que c'est polluant aussi. On comprend rien. On s'arrête. C'est ça qui est en train de se passer parce que le sujet lui-même est extrêmement complexe, comme beaucoup de sujets de l'environnement, et qu'on n'a pas aujourd'hui, dire la culture de l'environnement. On ne l'a pas travaillé, donc on n'a même pas les personnes en masse capables de relayer quelque chose qui serait transmis à d'autres personnes, donc de faire de la formation et de la transmission. On en est là. Donc, moi, je ne m'étonne même pas que ça grince et que ça s'accroche. Donc, mon métier, c'est de contribuer à ça au quotidien, dans l'opérationnel tous les jours, hein, avec des élus, les maires que vous connaissez, sur des choses très concrètes qui vous touchent. Et en même temps, on essaye d'anticiper et peut-être d'être dans une dynamique de réseau avec d'autres acteurs pour qu'on soit intelligent. J'ai beaucoup aimé la remarque de Pascal tout à l'heure qui parlait d'intelligence collective. On est en plein là-dedans, d'avoir une intelligence collective un peu plus structurée et se donner les moyens de la faire. J'ai aussi aimé la remarque de Damien qui disait finalement qu'est-ce que c'est que la recherche ? C'est de faire grimper du savoir, c'est de mettre en place quelque chose qu'on va pouvoir quelque part pas tenir, mais en tout cas pouvoir mettre des mots là-dessus pour le transmettre à d'autres personnes, vous, et que vous-même vous en fassiez quelque chose de plus, en allant plus loin, mieux, et que vous puissiez aussi le transmettre. À partir de là, il y a une vraie intelligence collective qui se met en place, avec du lien. Voilà. Du coup, ça marche, ouais. Sur cette intelligence collective, on a vu justement pour que ça fonctionne, il faut plusieurs personnes à une même table, mais il faut aussi réunir à la fois une diversité. Sinon, si on est tous à penser exactement la même chose, finalement, on n'arrive pas forcément à des réponses très innovantes. Et il faut aussi que chacun puisse parler librement. Sinon, évidemment, on arrive dans on se contente, oui, d'un système un peu totalitaire. On n'arrive pas forcément à évoluer. Donc, concrètement, en tant que directeur au développement durable du Grand Avignon, comment vous faites pour mettre autour d'une table des personnes, des acteurs qui vont avoir des intérêts différents et faire malgré tout faire en sorte que des réponses soient trouvées et des réponses innovantes qui amènent à un progrès? Bon, en plus, je suis obligé de le dire, les questions ne sont pas préparées. En tout cas, alors j'ai été très distrait, mais donc je vais vous parler vrai. C'est pas simple, mais par contre, c'est ça qui fait la richesse de ce métier. L'idée, c'est de se mettre quand même pas à la place de l'autre, mais en tout cas d'avoir une certaine empathie, pas au sens émotionnel, mais une compréhension intime de ce qui se passe chez l'autre. Qu'est-ce qu'il fait ? Quel est son cœur de métier ? Finalement, qu'est-ce que fait un banquier quand il travaille ? Qu'est-ce que fait une femme ou un homme de spectacle quand elle monte un spectacle? C'est ça la vraie question pour que, quand on a un projet en commun, on arrive justement à trouver des points d'accroche et qu'on arrive à avoir un sujet commun. C'est là où je suis persuadé que la question de l'environnement, elle est essentielle pour créer ce lien. C'est quelque chose qui nous est commun à tous. Quand je vous ai cité les quelques sujets, ça vous parle forcément. Je vous dis de l'eau, des déchets, de l'énergie, de l'air. C'est quelque chose qui nous est commun, donc c'est quelque chose qui nous lie. Donc s'il y a bien peut-être un sujet qui nous permet de travailler ensemble, ça serait celui-là. Et ça paraît extrêmement paradoxal qu'on soit tellement en retard, parce qu'on est en retard, sur la prise de conscience sur tous les enjeux environnementaux, alors que c'est quelque chose qui nous lie et qui nous baigne en permanence. Donc là, on va peut-être pas rentrer dans le débat, ça mériterait une vraie journée entière sur le sujet, parce que comment ça se fait qu'on en est là? Et même le mot environnement, je pense que c'est une erreur sémantique fondamentale. On dit environnement, ce qui nous environne. Donc ça sous-entend qu'il y a un environnement, et puis il y a quelque chose, et nous, les environnés, on est dedans. C'est pas extérieur, il n'y a pas une cloison. Enfin,
Donc je pense que là aussi c'est quelque chose d'extrêmement, ça peut paraître paradoxal, et qu'il y a quelque chose de très fécond à travailler, à croiser ce qu'on fait dans le domaine de la culture, tout ce qu'on a évoqué là jusqu'à présent, et ces questions qui jusqu'à présent paraissaient très techniques. Parce que quand on va parler d'air, on va vous parler de particules fines, des 2,5, des 10, des NOx, du CO2. Enfin, c'est pas que ça, c'est pas que de la technique. Il y a des choses qui sont d'un autre registre, y compris la culture et en particulier la création artistique permettent des raccourcis, des fulgurances qu'on ne va pas avoir. Si je dois vous expliquer quelque chose d'un point de vue scientifique, ça va être pesant, ça va être pénible, alors que une création artistique va peut-être aller directement au but. Donc pour répondre à votre question, pour arriver à faire travailler, à être ensemble, c'est pas à faire travailler, à travailler ensemble et à avoir cette intelligence collective, il faut déjà faire l'effort d'écouter, il faut que je me taise, de comprendre intimement ce que les autres portent aussi, et de se demander ensemble qu'est-ce qui finalement nous concerne en même temps. D'accord. Vous l'avez évoqué au début de votre présentation, vous travaillez notamment avec le Festival d'Avignon, le IN et le OFF. Donc cette année, une charte a été signée par la municipalité d'Avignon, les festivals IN et OFF et le Grand Avignon, pour pouvoir recycler les affiches du festival. Est-ce que vous pouvez revenir sur la manière dont vous êtes arrivé à établir une convention, une charte, et voir avec vous aussi si ce genre d'action n'est pas une innovation en soi, si du moins un progrès en soi que de réussir à mettre autour d'une table et du coup à concrétiser en fait des choses écrites qui engagent les gens à agir. Alors, l'innovation, finalement, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment innovant d'avoir un document, c'est un papier, on a écrit des choses dessus, et il y a les responsables qui l'ont signé. C'est pas très innovant, on fait ça depuis très longtemps. Mais là où c'est particulièrement intéressant, c'est qu'effectivement, c'est tout ce qui sous-tend cette démarche. J'ai pas le temps là de rentrer trop dans tous les détails, mais c'était effectivement très fort symboliquement qu'on ait Madame le maire de la ville d'Avignon, le président de l'agglomération d'Avignon, les 16 communes, qu'Olivier Py, Pierre Beffet soient là pour signer ensemble un document qui n'était pas juste un papier qu'on a signé comme ça sur un coin de table. C'était quelques années de travail avant, où on est sur des choses réelles, donc il y a des engagements. Et pour résumer, je dirais qu'il y a un engagement collectif d'un noyau sans lesquels les choses ne se font pas. Ça ne veut pas dire que ce sont les 4 là où ce qu'ils incarnent sont les seuls qui vont devoir travailler. C'est tout un territoire qui doit travailler là-dessus, et même au-delà. Par contre, c'est un engagement des 4 là qui doit être suffisamment crédible et légitime pour donner envie et la volonté à plein de monde de se dire on on est dedans. C'est ça l'idée. Donc comment en être arrivé là, je reviens toujours à la question, enfin c'est la conviction. C'est la conviction. Si vous n'avez pas même une poignée, on peut démarrer à 2. 2, ça suffit. Il faut déjà qu'il y ait un échange. Ça commence par ça. Et ensuite, c'est la conviction, la vision peut-être de quelque chose qui paraît essentiel, et ensuite l'attention, je reviens à ça, cette écoute de ce qui est important pour l'autre. Parmi les 4 là qu'on a cités, évidemment les attentes ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes. Alors pour la méthode, je pense qu'il faut se donner les moyens par contre d'arriver à ça. Il faut se donner les moyens, comme vous le faites là aujourd'hui, vous mettez des gens ici qui sinon se seraient pas rencontrés. Ça, c'est important. Donc c'est en lien avec votre mot de réseau. C'est essentiel. Moi, j'attends, je vais me taire. Je suis content d'être à côté, parce qu'il y a des choses déjà qui me parlent. Je vois les mots métier, réseau. Monsieur Guivard, je sais, et voilà. Donc, je vais souvent voir des choses chez lui. J'ai souvent mangé chez lui, mais on ne s'est jamais croisé pour parler de ce qui peut être possible de faire ensemble. Et ça n'est possible que parce que vous avez dit... Tiens, on va organiser quelque chose, une table ronde, et puis on va trouver un fil directeur. Ça donnera, au-delà de ce petit exercice, ça va générer quelque chose. Une dernière question donc pour vous, Jean-Philippe Chauvin. Donc, vous avez l'habitude de travailler avec différents acteurs, et l'Université d'Avignon en fait-elle partie ?
Sinon, que mettriez-vous en place avec l'Université d'Avignon et quel projet vous tiendra à cœur? Alors, pas assez, oui, on se connaît, on travaille ensemble. Quand je dis loin, c'est le Grand Avignon, l'ensemble des collectivités. On a accueilli des stagiaires, par exemple. C'est le niveau classique de partenariat. Parfois, ça se fait même pas, donc c'est déjà bien. Ça veut dire qu'il y a un échange. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a l'écoute de quelle est l'attente de l'un, quelle est l'attente de l'autre. Et il y en a un troisième qui est fondamental, c'est l'étudiant, qui se retrouve au milieu. À qui on peut proposer quelque chose d'intelligent, qui lui-même se trouve là au milieu d'un réseau, il produit quelque chose qui est le fruit d'un travail d'intelligence collective. Donc ça, c'est, je vais dire, quelque chose de standard. Donc le message est repassé. Monsieur Malina, c'est là aussi pour entendre ça, il le sait déjà. Il y a des possibilités d'interaction avec les étudiants dans un cadre constructif. Voilà. C'est pas faire du stage pour faire du stage. C'est être utile, à contribuer à un travail collectif. Pour être précis, répondre à votre question, il peut y avoir un travail en particulier sur cette question de spectacle et de lien entre l'environnement, le développement durable et le festival, au sens large, c'est le in, le off, la question du spectacle, on n'a pas fini de nourrir ce projet-là. Donc je vois un lien de coopération. Après, peut-être pas rentrer dans les détails, mais il y a des contributions ou des intérêts entendus, croisés, pour tous, pour l'université, pour asseoir, y compris son rôle, je vais finir là-dessus, asseoir son rôle essentiel, à mon sens, sur le territoire, parce que c'est un endroit où on apprend, où il y a de l'apprentissage, il y a justement cette montée en puissance de la formation, Damien l'a rappelé tout à l'heure, dans un département qui est pauvre en termes de qualification, c'est essentiel. Donc être connecté à nous qui sommes quelque part une sorte de gestionnaire très opérationnel. Quand ça fonctionne bien, on vous fait passer des camions pour ramasser des déchets, on vous fait passer des transports en commun pour vous transporter sans trop polluer, etc. etc., etc. Donc on est dans l'hyper opérationnel. Sur tous ces sujets-là, il y a des connexions évidentes entre une université qui est le lieu où il y a l'excellence en termes de connaissances. Et ces univers-là ne sont pas forcément connectés. Donc je caricature. En même temps, ceux qui sont de l'université savent, je ne force pas le trait. Moi-même, j'ai été dans ce monde-là, je connais. Quand on est dans la recherche, on vit dans le monde parfois de la recherche. Et on est évalué dans ce monde de la recherche. Avec les publications, Et nous, dans notre opérationnel, on est évalué dans notre opérationnel. Il faut que ça marche, c'est tout. Et parfois, il n'y a pas assez de liens qui sont tissés. C'est du très concret. C'est arriver à interagir pour qu'on définisse parfois ensemble, sans dénaturer les objectifs des uns ou des autres, mais parfois un endroit ou un espace de temps et de travail où on se dit, on va travailler ensemble sur un sujet. Parce que, de toute façon, ça serait intelligent de le faire ensemble. Voilà. Sans renoncer à l'indépendance, on l'a cité tout à l'heure. Moi, je suis un défenseur farouche de cette indépendance de la recherche. Il ne faut pas qu'elle soit dévoyée, il ne faut pas qu'elle soit manipulée. Donc, chacun avec ses prérogatives, et en même temps, s'accorder un temps, des lieux de travail collectif, parce que c'est important. Parfait, merci beaucoup. Du coup, on va pouvoir rebondir avec ces questions directement liées à la culture à l'université. Donc, avec Damien Amadieu, ici présent. Donc, le directeur du campus des métiers et des qualifications de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, nous, en tant qu'étudiants, donc ici et dans la salle présent, en master culturel, il est plus que pertinent donc de vous interroger pour comprendre les enjeux liés à la culture, aux difficultés de ce milieu et face au nombre croissant d'acteurs, qu'ils soient locaux, régionaux, qu'ils fassent partie d'un collectif ou d'une institution ou encore d'association. Donc, pouvez-vous nous présenter le campus des métiers et des qualifications, s'il vous plaît? Bonjour et merci pour l'invitation et merci à la Maison Jean Villard de nous accueillir. Je vais rebondir sur deux mots-clés que vient de donner M. Chauvin. C'est le lien recherche et opérationnel et l'écoute des autres. Un campus des métiers et des qualifications, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un label qui est national. C'est un label qui est délivré à un réseau de partenaires qui s'associent autour d'une thématique donnée, sur un territoire donné.
Donc c'est un label qui est national, il a été créé en 2013-2014 par le gouvernement pour répondre à deux problématiques, de grandes problématiques qui sont l'insertion des jeunes diplômés combinée avec un développement de territoire de façon équilibrée. Alors, le campus des métiers et des qualifications du développement culturel a été labellisé donc, dans le cadre de ce processus en 2017. Il couvre toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et notamment les départements donc, Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Var, grâce aux structures partenaires qui en font partie. Et bien sûr, il a vocation à s'ouvrir aux deux autres départements en fonction des opportunités futures. Alors, c'est un réseau de partenaires, il y a un peu plus de 50 partenaires, 3 types de partenaires. Des partenaires institutionnels, qui sont la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des académies de Aix-Marseille et de Nice, des collectivités territoriales. Un deuxième type de partenaires, ce sont des partenaires de formation. Ça peut être des partenaires privés ou publics. Dans le cas du campus développement culturel, il y a les 2 types de partenaires, et qui couvrent le secondaire et le supérieur, puisqu'il s'étend du bac-3, du niveau CAP, jusqu'au bac+8, niveau doctorat. Alors, c'est un projet qui est porté par l'Université d'Avignon pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et pour l'Académie d'Aix-Marseille. Donc, il travaille sur 3 thématiques principales en lien avec les problématiques que j'ai énoncées au niveau national, qui sont, premièrement, comment faire en sorte qu'on arrive à changer les représentations. Changer les représentations dans le secteur culturel, qu'est-ce que c'est? C'est pour un apprenant se dire ce métier, finalement, je pensais qu'il n'était pas fait pour moi, mais peut-être qu'il est fait pour moi. Je ne le connaissais pas, je le découvre. Cela m'intéresse et je souhaite me former pour travailler dans ce secteur. C'est aussi changer les représentations du point de vue des employeurs dans le secteur culturel. C'est-à-dire comment est-ce qu'un employeur perçoit et a la connaissance des compétences d'un diplômé d'une formation culturelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La deuxième thématique ou axe de travail donc, du campus développement culturel, c'est de favoriser l'orientation ou la réorientation pour des personnes qui souhaitent se réorienter, tout en couvrant, comme je l'ai dit, le bac-3 jusqu'au bac+8. Et enfin, la troisième thématique, axe de travail de ce campus, c'est d'aider à développer la relation entre le monde du travail, c'est-à-dire les professionnels du secteur culturel, et les formations dans le domaine culturel. Donc, ce peut être, par exemple, identifier les besoins qu'ont les professionnels du secteur de la culture pour que les formations puissent répondre au mieux à ces besoins. L'idée étant, en filigrane, que les diplômés de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur puissent travailler et s'installer durablement dans la région, car, comme on le disait ce matin, c'est M. Malinas qui le disait, il me semble, le constat de départ est que l'emploi culturel dans la région n'est pas totalement fourni. Donc, un des objectifs de ce campus, c'est donc d'essayer d'ancrer les diplômés dans la région avec toute la problématique de la saisonnalité de certains événements culturels. Voilà. Du coup, vous représentez des formations, des institutions. Vous ne proposez pas, vous, des enseignements ou des formations. Est-ce que malgré tout, vous arrivez à tenir compte des demandes justement sur le territoire ? On vient de parler de personnes qui n'étaient pas forcément qualifiées pour être responsables dans le développement durable. Est-ce que c'est des choses que vous arrivez, en fait, à faire le lien entre les acteurs du territoire
qui ont des demandes spécifiques suivant là où on se trouve, et les jeunes qui souhaiteraient, les jeunes et les moins jeunes qui souhaiteraient se former. Est-ce que vous avez cette possibilité-là ? Alors oui, l'idée du campus, enfin des campus en général et du campus développement culturel en particulier, c'est de mettre autour de la table, comme je l'ai dit, tous les acteurs dans le secteur culturel, acteurs de formation, acteurs professionnels, mais aussi les apprenants, bien sûr, puisque ce sont les premiers concernés. Effectivement, toutes les actions qui sont mises et qui vont être mises en place dans le cadre de ce campus viseront effectivement à faire en sorte qu'un apprenant qui commence une formation, peut-être dans un CAP dans un secteur, va, s'il le souhaite, entrer sur le marché du travail à la suite de sa formation, mais s'il le souhaite, il va aussi pouvoir continuer d'autres études, soit dans le même secteur, soit dans le même domaine, la même spécialité, soit dans une autre spécialité, ailleurs dans la région. Et ceci sera fait grâce notamment à une cartographie qui sera précise, visible et lisible, à la fois par les apprenants, mais aussi par leurs parents, leurs familles, par les autres acteurs de formation, par les conseillers d'orientation. Voilà. Et pour revenir vers Monsieur Chauvin, est-ce que vous avez l'impression que ça changerait quelque chose ? Enfin, qu'est-ce que justement ça changerait d'avoir des personnes qui auraient été formées par une institution, l'université ou autre, dans le développement durable ? Est-ce que ça serait forcément un plus, ou est-ce que l'expérience sur le terrain, finalement, jusqu'à présent, a suffi Alors pour répondre à votre question, oui, évidemment, ça serait un plus. Après, il y a l'autre paradoxe, c'est qu'il y a des formations, notamment dans ces domaines-là, qui ont émergé. Notamment, moi, j'ai vu ça depuis une vingtaine d'années, et qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai travaillé. On a essayé de constituer justement un réseau national. Alors, il existe toujours. Ça s'appelait Territoire Environnement Emploi. Il existe toujours. Ça s'est transformé au fil du temps. C'est devenu une plateforme très internet. Donc, c'est un site internet qui recense énormément d'offres de formation, d'emploi dans ce domaine-là, et c'est opérationnel. Alors oui, ça répondrait à des enjeux. En même temps, on a des enjeux, y compris de formation continue. C'est à ce niveau-là. On ne peut pas miser que je vous regarde vous, parce que vous êtes jeune et que c'est vous qui allez prendre les choses en main et le relais. Il faut s'adresser aussi à nos homologues, je ne sais pas comment on pourrait dire, en termes d'âge, parce que c'est aussi eux qui n'ont pas forcément la même vision, qui ne partagent pas forcément les mêmes convictions. Alors comme on est quand même parfois un peu convaincu, qu'on se dit que ça serait quand même bien qu'on fasse les choses, et que ça se révèle sur ces questions-là, notamment environnementales, une réalité. Il y a peut-être un enjeu même universitaire, un campus, avoir une vision d'un campus peut-être élargi. C'est pas que le campus, dans sa vision peut-être de formation des étudiants, les 20-25, c'est peut-être les 20-75. Hein. Je sais pas, je dis ça. Bon, après aux universitaires de peut-être penser à ce qu'on pourrait imaginer, mais de la même manière qu'on a besoin de lieux où on l'a dit tout à l'heure, l'intelligence collective, elle est d'autant plus riche que les gens viennent d'horizons différents. Il y a aussi la question des générations. On ne peut pas se contenter de travailler avec les enfants. Moi, je redescends en dessous même de l'université. Avec les 3 à 5 ans, on a tendance, des fois, à beaucoup travailler sur l'environnement, on fait des animations, et après, collège, lycée, université, alors on va retrouver des spécialistes. Je sais qu'il y a des doctorants en écologie super pointus, mais quelque chose qui permet de faire le lien et de parler de ce dont on parle parfois pendant une soirée débat à l'occasion, je dis n'importe quoi, hein, de la projection d'un film un peu bien, un peu intelligent, ce genre de choses, que ça prenne, que ça fasse masse et que ça devienne une vraie méthode de travail qui petit à petit prend du sens, y compris sur un territoire, parce qu'il a la chance d'avoir une université qui est bien ancrée, parce qu'il a la chance d'être un lieu de culture avec des lieux de culture
où on se rencontre, où il y a un tissu richissime ici sur ce territoire. Il y a peut-être quelque chose à imaginer sur ce registre. Merci beaucoup. Si je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, l'enjeu d'un réseau, c'est aussi, comme ça vient d'être dit, de décloisonner les secteurs d'activité ou les métiers, de décloisonner en ce qui concerne donc, la formation, de décloisonner le statut de l'apprenant, que ce soit formation initiale, formation continue, alternance, apprentissage. Voilà, donc essayer d'ouvrir le champ des possibles en décloisonnant les métiers, les types de formation et autres. Merci beaucoup Damien Amadieu. Nous allons tout de suite enchaîner avec Patrick Guivarch, donc acteur culturel à Avignon depuis les tout débuts d'Utopia, puisqu'il est directeur depuis 1981 des cinémas Utopia Manutention République, donc 2 salles parmi les 7 existantes, ce qui nous amène à nous demander comment les cinémas Utopia, malgré leur développement en réseau, parviennent-ils à garder leur identité propre, tant sur le fond que sur la forme. Bonjour. Alors l'histoire du réseau, c'est initialement, il n'y avait pas de volonté de créer un réseau. C'est-à-dire que lorsque Utopia s'est installé à Avignon en 1976, il y avait une réalité, je dirais, économique du cinéma qui faisait que les films sortaient essentiellement à Paris et que ce qu'on appelait la province à l'époque était très peu fourni en cinéma, ce qu'on appelle aujourd'hui cinéma art et essai, donc qui présentait des films en version originale. Les années post-68 ont fait voler ça en éclats. Utopia s'est installé ici, mais d'autres salles se sont installées, des salles un peu similaires. Il y a le Sémaphore à Nîmes qui existe toujours. Il y a eu à Tours, il y a eu Angers, enfin, il y a eu plein de villes comme ça où des salles sont arrivées. Souvent des salles qui s'installaient sur un mode associatif. Et très vite, nous on s'est aperçu d'un problème, c'est qu'en fait on avait du mal à accéder à des films qu'on voulait, mais qu'on n'arrivait pas parce qu'il n'y avait pas de marché pour le film. Donc du coup, l'hypothèse a été de créer un certain nombre de salles pour qu'un distributeur de films puisse se dire, voilà, je peux m'appuyer sur ce réseau de manière à pouvoir distribuer le film sur le territoire français. Donc je vous parle de ça, c'est le début des années 80. François Mitterrand arrive, Jacques Lang vient nous voir, nous dit que c'est très bien. 83, 4, Fabius est là, et on revient à une forme de réalisme. Et nous, on s'aperçoit que ce système de réseau ne peut pas tenir, puisque l'essentiel des salles qu'on avait ouvertes étaient des salles qui n'arrivaient pas à équilibrer financièrement leur compte, et que ça partait à la catastrophe. Donc à ce moment-là, on n'avait pas l'idée du réseau était un point de vue presque idéologique, j'allais dire, c'est de se dire on va créer un pan économique suffisamment fort pour pouvoir donner une alternative au cinéma. Alors ça peut être un peu prétentieux, mais c'était ça un peu l'idée. Du coup, on est devenu peut-être aussi nous-mêmes, comme Fabius, plus réalistes, et du coup, un certain nombre de salles se sont fermées. L'hypothèse du réseau n'existait plus vraiment, cela étant, notre façon de travailler à nous, qui est de travailler en groupe, il y avait toujours des éléments dans le groupe qui se disaient « moi j'irais bien ouvrir une salle quelque part ». Et en fait, une nouvelle forme de réseau s'est créée, mais c'est créé sur de l'humain essentiellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de s'agrandir, de grossir, en fait on s'est développé parce qu'il y avait des gens, si je prends un exemple pratique, une personne qui bossait avec nous ici, Arnaud il y a quelques années, il bossait, et puis il avait envie de prendre sa propre salle. Pendant un festival d'Avignon, je croise des gens de la mairie de Calais à l'époque, qui étaient à l'époque c'était la mairie communiste. Je les rencontre, on parle, on aimerait bien un cinéma comme le vôtre. Il y a quelqu'un qui aimerait peut-être ouvrir un cinéma. Donc je lui en parle, il a passé l'été à Calais, incroyable, mais il a fait beau, donc il s'est dit je m'y installe. Et du coup, c'est comme ça qu'un cinéma a réouvert à Calais, donc il s'appelait l'Alhambra. Voilà, qui a fait partie du réseau Utopia, et pourtant il ne s'appelait pas Utopia. Mais lui, après, il a laissé ce cinéma, une coopérative ouvrière s'est installée sur ce lieu, et lui, aujourd'hui, s'occupe de la salle Utopia à Montpellier. Donc, voilà. Vous voyez, c'est des mécaniques comme ça, c'est-à-dire que c'est fondamentalement basé sur de l'humain. C'est-à-dire qu'on n'était pas sur un modèle économique en se disant, allez, on va développer économiquement un marché, comme ça va nous permettre, je sais pas quoi, d'avoir plus d'argent, je sais pas, voilà. Et en fait, c'était juste des accointances avec des gens, et en sachant que le principe du réseau nous consolidait, nous facilitait la vie sur un certain nombre de points, que ce soit en termes de programmation, que ce soit en termes d'édition de programmes, d'écriture de textes, mais aussi financier, puisque le cinéma a ce qu'on appelle un fonds de soutien, et on peut avoir, nous, un fonds de soutien cumulé entre toutes nos salles, ce qui nous permet d'avoir de l'argent, ce qui fait que lorsqu'il y a des difficultés, des travaux, que sais-je, on a un fonds commun, en fait, qu'on partage, qui est mutualisé entre toutes les salles. Donc ça a été un peu sur cette base-là que le réseau s'est développé, et c'est sur cette base-là que le réseau existe toujours aujourd'hui.
Et donc là, on vient de voir le réseau sur lequel les salles Utopia s'appuient, un réseau national, puisque vous êtes dans différentes villes. Il y a aussi le réseau que vous arrivez chacun à tisser sur le territoire, puisque vous arrivez du coup à faire venir dans les cinémas les associations diverses. C'est à propos de documentaires, de films, même de fiction, qui peuvent aussi parler de formation et de développement durable. Est-ce que vous avez ce sentiment que le cinéma est un lieu comme ça où on peut rassembler des gens sur des points bien précis et les faire parler, les faire se rencontrer justement, y compris au niveau des deux sujets dont on vient de parler, l'éducation et le développement durable? Alors, au niveau du réseau national, c'est vrai que nous, on n'a jamais... J'entends ce que vous dites, c'est vrai que ce pas des termes que moi j'aurais utilisés. On n'a jamais eu le sentiment d'être un réseau national, puisque c'est pas parce qu'on a quelques salles qui se retrouvent effectivement dispersées au niveau de la France, hein, puisqu'on en a effectivement dans la région parisienne, à Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Avignon. Enfin, ça reste quand même ces quelques points, je dirais. Donc, on fait un travail ensemble, mais fondamentalement, si réseau il y a, c'est un réseau local, effectivement, et vous avez raison, c'est-à-dire qu'on est des gens qui travaillent sur un réseau local, qui se sont associés en réseau, voilà, pour nous faciliter la vie, et puis aussi d'avoir une complicité, et puis aussi des fois de se confronter, hein, sur des arguments, sur des points de vue, est-ce que tu crois que j'ai raison, est-ce que tu crois que c'est une bonne idée, ou etc. Voilà. Pour ce qui est du réseau local, effectivement, c'était une des particularités, je crois, des cinémas réessais dans les années 70, et c'est quelque chose qui nous est resté, qui fait partie un peu de notre ADN, j'allais dire toujours, c'est que ce sont des salles qui sont incrustées, alors territoire, j'aime peut-être pas trop la notion de territoire, parce que qui dit territoire dit frontière, et je suis pas fan de cette hypothèse, mais pour ça un espace, l'infini étant plus vaste, voilà, et on travaille avec effectivement. Pour nous, le cinéma n'est pas c'est pas de la culture hors sol, si vous voulez. C'est quelque chose qui est ancré dans une réalité. Le cinéma vous propose une vision du monde, vous met en rapport avec le monde. Si vous regardez l'histoire du cinéma, vous verrez aujourd'hui, par exemple, on parlait d'environnement, on parle de pollution, on parle de choses. C'est des thématiques que vous retrouvez dans beaucoup de. Le cinéaste est un être humain qui vit sur cette terre, et lui-même, il est touché par tout cet argumentaire, et on le retrouve dans sa création. Donc on n'échappe pas à toutes ces choses. Ce qui fait que je crois que le cinéma, si c'est un art, il est en phase avec le monde et la société. Il est sensible aux mutations, il participe probablement aussi aux mutations, alors à son petit niveau, je ne suis pas sûr qu'un film n'ait jamais fait la révolution, mais il est quand même présent là, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça nous a soutenu à cœur que le cinéma, nous sommes un cinéma qui est ancré sur un espace, le terme qu'on veut, et en plus, nous pensons que le monde associatif, qui s'interroge sur toutes ces choses, on peut avoir un lien avec eux, puisque eux s'interrogent sur les problématiques, et nous, on s'intéresse au cinéma. Et je pense que tous les deux, on peut nous les inciter à aimer le cinéma. C'est-à-dire que nous, on parle quand même de cinéma, même quand on travaille avec des associations. On n'essaye pas uniquement de manipuler l'œuvre ou d'utiliser le film à d'autres fins, mais quand même, ce sont des éléments qui traversent aujourd'hui le cinéma, et je crois que c'est très intéressant, effectivement, que les associations, que des collectifs, que des syndicats, que sais-je, aussi ça se confrontent, je dirais, à un film et à un public pour en discuter, pour être sorte de dire, voilà, ou des psychologues, des fois on travaille beaucoup avec des gens comme ça aussi, des psys qui se disent, voilà comment moi je perçois ce film, alors par mon filtre à moi, vous aurez un autre filtre, etc., mais vous avez une sensibilité de spectateur, ça c'est quelque chose que nous partageons tous dans la salle, que vous soyez psy, pas psy, etc. Donc ça c'est un élément important, et je crois que c'est peut-être aujourd'hui une des particularités qui existe toujours effectivement dans les salles Utopia. Donc pour nos deux intervenants, est-ce que vous qui avez du coup l'habitude de rencontrer des acteurs dans vos branches respectives, est-ce que le fait d'aller par exemple dans un cinéma et rencontrer cette fois plutôt des publics ou des usagers des services que vous représentez, c'est quelque chose qui vous paraît important et qui peut avoir un effet positif? C'est pour moi la question. Ok. Oui, il y a 2 jours, je vous disais, on a travaillé sur qu'est-ce que c'était que ce métier de direction de l'environnement, du développement durable. Et on s'est posé la question, en essayant de faire un peu de prospective, à 5 ans, à 10 ans, et quels sont les enjeux finalement aujourd'hui. Moi j'ai dit qu'il y avait 3 choses. Il y a l'enjeu de faire du lien, il y a l'enjeu de répondre aussi à
une très très forte attente de la société sur de la cohérence. Et de la cohérence. Et de la cohérence, là, on en a très très peu. On a des discours ou des informations qui nous viennent de différentes échelles, internationales, nationales, ou qu'on perçoit au travers d'œuvres artistiques, au travers de films. Donc il y a des choses, on est connecté. On a beaucoup d'informations. Alors consciemment ou inconsciemment, on sait des choses. Voilà, on sait que des choses sont pas correctes, y compris d'un point de vue environnemental. D'autres le sont un peu plus. Et on vit en même temps au quotidien ces incohérences. Et il y a un seuil de résistance à ces incohérences. Je vais répondre à votre question. Ça veut dire que tout ce qui va permettre de mettre en cohérence ça, donc je reviens à cette question d'écoute de l'autre, donc l'existence de lieux où on peut interagir, où justement ces questions sont, alors on dirait classiquement, les mots qui me viennent, c'est mise en débat, pas que, sont partagés, je dirais plutôt partagés que mise en débat, et qu'il peut en ressortir éventuellement une meilleure compréhension de l'autre, aussi des propositions à des questions qu'on se pose ou à des difficultés qu'on rencontre. Pas en s'isolant dans nos bureaux, chacun avec sa super compétence, en s'estimant qu'il est ou qu'elle est le spécialiste ou la spécialiste de tel domaine, en se disant moi j'ai raison, les autres ils suivront, et puis le temps fera que toute agitation retombera, et puis tout ira mieux demain. C'est pas que comme ça que ça peut fonctionner, y compris c'est une des raisons pour lesquelles ça fonctionne pas bien. Oui, je pense qu'il y a effectivement un intérêt à créer et à provoquer ça, parce que ça n'existe pas. Alors après, à l'extrême, on pourrait dire, osons les choses, hein, et on en a parlé, parce que ça concerne aussi le fonctionnement public, la question de la participation à la décision publique. Ça veut dire qu'on parle parfois de démocratie participative, de budget participatif. C'est une réalité. Ça veut dire que dans quelle mesure on s'investit en tant que usager, habitant, citoyen, tout dépend le mot qu'on emploie, dans une décision qui nous concerne tous, et pas seulement de manière très ponctuelle dans le cadre de notre système qui est déjà bien, quand même, mais de démocratie représentative. Comment on devient vraiment participant, et comment le système lui-même donne les moyens et rend possible cette participation. Sinon, c'est facile de dire participer. Non, ça s'organise, c'est un vrai métier, ça aussi. Et aujourd'hui, ça n'existe pas, ou très peu. Enfin, on démarre, voilà, ça balbutie. Donc oui, il faudra des lieux comme ça qui soient des lieux d'intelligence collective. Du coup, vous partagez aussi ces propos? Oui, tout à fait. Votre question est, est-ce que les usagers sont à l'écoute? Est-ce qu'on est à l'écoute des usagers, pardon? Oui, dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, dans le cadre de ce campus, on est à l'écoute, le campus est à l'écoute de tous les partenaires, c'est-à-dire à l'écoute d'abord des apprenants, d'une personne qui souhaite réaliser son propre projet personnel, professionnel ou autre, va pouvoir faire tel BEP dans telle spécialité, et ensuite tel BTS dans telle autre spécialité. Voilà. On va plutôt raisonner en termes de compétences, plutôt qu'en termes de suivi d'études classiques, même si ça reste possible, bien sûr. À l'écoute aussi des professionnels, comme je le disais tout à l'heure, les professionnels qui émettent des besoins quant aux diplômés, en fonction de l'évolution du monde du travail. Dans le secteur de la culture, on a, comme on le disait au fil des différents ateliers de la journée, le numérique est présent, et de plus en plus dans le secteur culturel. Et à l'écoute aussi, bien sûr, des collectivités, à savoir comment mettre en place des actions qui permettent d'avoir un développement territorial qui soit à la fois économique, social, sociétal et professionnel également.